Moi, je suis d'origine, mes parents sont nés en Algérie, mes enfants ne sont pas nés en France, ils sont asiatiques. Je ne vois pas pourquoi on devrait me réassigner sur le plan religieux à la religion de mes parents. Le discours du président n'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais il arrive tard. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 3 ans, en réalité, depuis le début de son quinquennat, pour qu'il fasse un constat réaliste de la situation en France, pas uniquement d'ailleurs dans les quartiers, sur en fait ces mouvements qui placent au-dessus de tout, la loi religieuse sur les lois républicaines. Je pense que peut-être l'une des seules dispositions qui serait importante, c'est sur le Code du travail. Parce qu'on n'est pas à l'abri, en réalité, d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur la question, par exemple, du voile dans l'entreprise. Quand des sociétés, notamment je pense à des entreprises de transport, essayent de licencient par exemple un chauffeur de bus parce qu'il refuse de serrer la main d'une femme, parce qu'il refuse de prendre son service si une femme s'est assise sur le siège avant lui, etc., etc. Eh bien, les conseils de prud'homme peuvent en fait annuler ces licenciements. Donc peut-être, pour éviter en tout cas une espèce de flottement jurisprudentiel, c'est d'inscrire en dur dans le Code du travail que dans le règlement intérieur d'une entreprise, eh bien, une entreprise peut faire le choix de la neutralité. Des mesures concrètes comme ça qui accompagneraient des entreprises qui sont face à une radicalisation serait importante. Mais sur les services publics, il y a un principe de neutralité qui existe déjà, appliquons-le. Ce qui fait aujourd'hui la force de la République, eh bien aujourd'hui est remis en cause, mais il est remis en cause parce que des gens estiment que ce principe-là, eh bien, n'est plus, ils n'en veulent plus en fait. Ce qu'ils veulent, c'est se calquer sur un modèle anglo-saxon. Je veux dire, on a une influence anglo-saxonne qui est beaucoup plus forte que l'on croit. C'est pas uniquement le cinéma ou la musique, c'est aussi des principes de vie en société. Voilà. Il y a MeToo, il y a le rapport homme-femme, et bien il y a aussi le rapport avec la communauté, la religion, et l'idée que quelque part les communautés peuvent aussi se régir avec des lois religieuses, y compris en matière de mariage, d'héritage, comme ça peut exister ailleurs. Je pense qu'il a changé sa grille de lecture. Et en même temps, donc je vais faire comme Emmanuel Macron, puisque c'est en même temps, il va tout de suite proposer une réassignation religieuse, il propose une réassignation linguistique. Moi, je suis d'origine, mes parents sont nés en Algérie, mes enfants ne sont pas nés en France, ils sont asiatiques. Je ne vois pas pourquoi on devrait me réassigner sur le plan religieux à la religion de mes parents. On peut estimer que peut-être la langue de nos parents, on n'a peut-être pas envie de l'apprendre, et peut-être que la langue de nos parents, c'est pas l'arabe, mais le kabyle. Et donc tout ça fait qu'il y a quand même une idée que on reste sur des clichés. Vous savez, quand vous avez des parents comme moi qui savaient ni lire ni écrire, on aurait aimé qu'on nous apprenne l'anglais pour être moins handicapés quand on est au collège ou au lycée ou en classe prépa. La vraie discrimination, c'est entre les enfants qui vont faire des séjours linguistiques en anglais, etc. C'est pas... Donc il y a quand même un problème à l'idée de forcément vous êtes issu de l'immigration, vous êtes musulman, vous faites le ramadan et vous devez apprendre l'arabe. Eh ben non, on n'est pas obligé d'être réassigné systématiquement à ses origines ou même à ce qu'a appelé à Mohamed Harkoun à une sorte de mytho-histoire de quelque chose qui est reconstruit. Et quelque part, il reconstruit, en voulant bien faire, il a les mêmes réflexes que les politiques antérieurs. C'est la volonté de dire, mais comment peut-on laisser en réalité ses alliés saoudiens et émiratis, même si les émiratis sont un peu moins, ceux qui sont... commettre en fait en ce moment des crimes de guerre, des crimes contre le droit humanitaire en toute impunité. C'est-à-dire aujourd'hui, comment peut-on avoir la moindre crédibilité sur le plan international quand nous-mêmes nous nourrissons la bête qui est en train d'assassiner en fait un peuple dans son entier.
Et alors j'ai bien conscience qu'il y a une forme de cupidité, une forme d'opportunisme à saisir l'occasion de la guerre au Yémen pour vendre et écouler nos stocks d'armes. Mais comment voulez-vous, aux yeux en réalité du monde, être crédible un seul instant, dire qu'on est porteur de valeurs de droits de l'homme, si de l'autre côté on arme ceux qui sont les premiers à violer les droits de l'homme. Et le Yémen, c'est plus de 200 000 morts. Quand on utilise la famine, quand on tapisse de bombes un pays qui vieux de plus de 3000 ans, c'est le pays où Rimbaud a été, c'est Malraux, c'est Romain Gary, c'est une place particulière dans la littérature. Tous les écrivains voyageurs sont allés au Yémen. Et de se dire que des trésors incroyables, c'est le royaume de la reine de Saba, sont détruits par nos propres bombes, eh bien je me dis qu'on est en train de tuer une part de notre humanité.